Chaque geste compte, surtout quand il s'agit de sauver des vies. Bienvenue dans les gestes qui sauvent. À 10h15, apprenez les techniques essentielles pour intervenir en cas d'urgence. De la réanimation cardio-pulmonaire au premier secours en milieu naturel, notre émission vous prépare à agir efficacement face aux situations critiques. Dans les gestes qui sauvent, nous vous enseignons avec l'aide de nos experts les compétences nécessaires pour intervenir en toute confiance. Ne manquez pas votre rendez-vous hebdomadaire avec la sécurité. Jeudi 13 février 2025, fidèles auditeurs de Radio Afrique Santé, bonjour et bienvenue dans notre émission Les gestes qui sauvent. Et pour ce numéro, nous sommes avec Kompasouno Malik, vous êtes coordonnateur du Centre national de formation Croix-Rouge. Monsieur, bonjour. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Super bien. Bienvenue dans nos locaux. Merci beaucoup. Alors, avec vous, nous allons parler de l'inconscience avec respiration normale après un accident ou une crise. Vous allez nous permettre aujourd'hui de comprendre beaucoup de choses et permettre également à nos auditeurs qui nous suivent de savoir comment s'y prendre en cas de crise. Alors, pour commencer, très rapidement, vous allez nous donner, nous édifier en quelque sorte ce que c'est que l'inconscience avec respiration normale. Ok, d'accord. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci pour l'émission et merci beaucoup pour tout ce que vous faites pour la population. D'accord. Aujourd'hui, nous allons parler effectivement de l'inconscience avec respiration normale. Là, je vais dire qu'une personne est inconsciente lorsque son cerveau ne répond plus aux stimulations extérieures. C'est-à-dire, la personne n'arrive pas à répondre aux stimuli de la vie, c'est-à-dire de son environnement. Par exemple, quand vous l'appelez, cette personne ne répond pas. Quand vous la touchez, elle ne réagit pas. Donc on dit par exemple que cette personne, elle est inconsciente. Elle est comme endormie. Oui. Cet état n'impacte pas forcément sur la respiration. Elle peut être là, inconsciente, mais continuer à respirer normalement. C'est là nous parlons d'inconscience avec respiration normale. Parce que le contraire aussi peut arriver. Donc, si je fais un récapitulatif, une personne qui ne réagit pas aux stimuli de son environnement, mais qui continue quand même à respirer normalement, il est dans un état d'inconscience avec respiration normale. Oui, c'est comme si, disons, il a les yeux ouverts, mais il n'arrive pas à réagir. Est-ce qu'on peut dire que ça, c'est de l'inconscience D'accord. avec respiration normale? Les yeux peuvent être ouverts ou fermés. Okay. Il semble endormi, c'est comme si vous le voyez, il est couché, il dort. Oui. Vous l'appelez, comme un frère par exemple, vous l'appelez plusieurs fois, vous dites Monsieur Kora, oui. Il ne répond pas. Vous le touchez, il ne réagit pas. Vous soulevez peut-être sa main, ça retombe. Ça retombe. Non, d'accord, là, oui. Il est inconscient. Ah, maintenant, il faut aller vérifier la respiration. Pour voir. Là, c'est la prochaine question. Comment vérifier si une personne inconsciente respire normalement? Exactement, d'accord. Nous sommes dans un cas de premier secours de base, oui. C'est-à-dire des gestes élémentaires que tu peux apporter à n'importe qui, même à la maison, dans ta communauté. Il faut suivre forcément 4 étapes. Oui. La première étape, d'abord, c'est d'assurer sa sécurité. Donc, vous assurez la sécurité. Oui. Votre sécurité, déjà, regardez s'il n'y a pas un danger pour vous ou s'il n'y a pas un danger pour la personne ou les alentours. Si c'est une maladie, par exemple, si vous n'allez pas être contaminé. Exactement. Oui. Donc, si c'est le gaz, si c'est l'électricité, il y a plusieurs facteurs. Donc, il faut forcément, le secouriste doit forcément assurer sa sécurité. Donc, la première des choses. Et la deuxième étape, là, c'est d'évaluer l'état de la personne. C'est de voir, vérifier la conscience, comme je l'ai dit tout à l'heure, appeler la personne, demander ce qui ne va pas. Et au niveau de cette étape-là, il faut vérifier la respiration. Pour vérifier la respiration, déjà, il faut ouvrir les voies aériennes. C'est-à-dire essayer de soulever le menton de la personne et vérifier si cette personne respire. Là, vous avez 3 possibilités. On dit la respiration se voit, s'entend et se sent. Donc la respiration se voit. Donc déjà, au niveau de la cage thoracique, vérifiez si ça monte, si ça descend. Si ça monte, ça descend, ça veut dire que là,
il respire. Il respire. Aussi, vous pouvez, comme je l'ai dit, se voir, là, s'entend. Vous approchez vos oreilles au niveau de sa bouche, ou de son nez. Là, vous entendez le souffle. D'accord. Oui. La respiration se sent. Quand vous approchez la joue, quand vous respirez, il y a une chaleur qui sort. Donc, vérifiez si cette chaleur touche, votre joue. Oui. Là, vous avez 3 manières de vérifier la respiration. J'espère que nos éditeurs sont en train de nous écouter parce que c'est vraiment intéressant. Hein? Effectivement, effectivement. Donc, la respiration se voit, s'entend et se sent. Donc, vérifiez déjà en 10 secondes maximum. Vous devez savoir si cette personne respire ou non. Ok. Alors, vous avez dit la respiration se sent, s'entend et se voit. Alors, dans quelle position quelle est la position recommandée pour une personne inconsciente qui respire? D'accord. Là, je vais continuer déjà avec les étapes. J'ai dit, la première étape, deuxième étape, vérifier tout ça. La troisième étape, c'est déjà d'alerter. Oui. Quand vous constatez qu'une personne est inconsciente, mais respire, il faut alerter parce que c'est une urgence. D'accord. Quand vous finissez d'alerter, il faut maintenant pratiquer les premiers secours, les premiers soins. C'est là il va falloir mettre cette personne en position latérale de sécurité. Que nous appelons PLS. Okay. Là, c'est la pratique qui va vous permettre de comprendre mieux. Parce que la PLS, on le dit, ou parfois les gens le voient, mais les gens n'arrivent pas à mettre une personne correctement en position latérale de sécurité. Je pense que pour les fois à venir, nous allons faire des démonstrations. Exactement. Et déjà, peut-être les internautes verront. D'accord. Et s'ils ont besoin plus de connaissances, ils peuvent se rapprocher de nous pour pouvoir appliquer ces gestes-là. Super. Alors, vous avez dit position latérale pour les gestes recommandés. Oui. Alors, pourquoi est-il important de maintenir les voies respiratoires dégagées chez une victime inconsciente? D'accord. Quand la victime est inconsciente, comme je l'ai dit tout à l'heure, la victime n'arrive pas à réagir du tout. Ses muscles ne fonctionnent plus. Les muscles sont relâchés. Quand vous soulevez sa main, par exemple, la main retombe. Oui. Quand elle est couchée, par exemple, sur le dos, la langue étant un muscle, la langue chute. Donc, quand la langue chute, la langue bloque la respiration. Donc, la personne n'arrive plus à respirer. Un simple geste aurait suffi pour pouvoir augmenter son pronostic vital. On entend parfois dire il est tombé, ça fait quelques minutes seulement. Hein. On est là seulement et il est parti. En réalité, probablement, en cet instant T, il y a une chute de langue qui l'a empêché de respirer. Toi, en tant que connaisseur, en tant que secouriste, il fallait juste peut-être soulever légèrement son menton pour dégager les voies aériennes, pour lui permettre de continuer à respirer normalement, même s'il est dans un état d'inconscience. Et je pense que ça, c'est vraiment important de le rappeler parce qu'il y en a, on voit de simples crises un simple geste, comme vous l'aviez expliqué, fait en sorte que, voilà. Puis, du jour au lendemain, on dit la personne est tombée, la personne est partie. Donc, c'est vraiment important de connaître ces petites choses-là qui vont sauver des vies, on ne sait jamais. C'est vrai. Oui, alors, on va parler des risques. Quels sont les risques si une personne inconsciente est laissée sur le dos? D'accord. Tout de suite, on parlait des positions recommandées et tout. Dites-nous les risques si une personne inconsciente est laissée sur le dos. D'accord. Quand une personne inconsciente est laissée sur le dos, il y a déjà le risque d'étouffement. La langue, comme je l'ai dit tout à l'heure, bloque la respiration. Donc, il y a aussi, non seulement la langue, il y a aussi les vomissures. Donc, il peut arriver que la personne vomisse. Donc, étant sur le dos, les vomissures ne pourront pas sortir. C'est pas ça possible. Va se bloquer au niveau... Exactement, au niveau de la gorge, là. Et là, la personne s'étouffe. Donc, il y a des risques d'étouffement, des risques d'asphyxie. D'accord. Il y a aussi des diminutions de l'oxygène pouvant aller au niveau du cerveau quand la personne est inconsciente. Donc, mettre cette personne en PLS va faciliter les choses. C'est-à-dire, on le met sur le côté. En réalité, mettre une personne en PLS, c'est de mettre cette personne sur le côté tout en dégageant les voies aériennes. Donc, la position qu'on adopte, c'est vraiment l'appelle la PLS, mais en réalité, si on veut expliquer en français facile, c'est de mettre cette personne sur le côté
et dans une position où il ne pourra pas retomber ou rebasculer vers l'arrière. C'est juste cette position que nous appelons. Déjà, pour enchaîner, si ces cas-là se produisent et tout, comment assurer une bonne transmission des informations aux secours? Si par exemple, tu assistes à une scène, je ne sais pas, où une personne est peut-être inconsciente et tout ça, et tu ne sais pas comment réagir, comment une bonne transmission des informations serait... D'accord. Déjà, il y a, au niveau de l'étape 3, comme je l'ai dit, l'appel au secours. L'appel au secours, ça dépend de là où tu es. Oui. Si nous sommes dans nos milieux ici, où nous avons rapidement accès au téléphone, où nous pouvons appeler le 118 ou le 166, là, c'est plus facile d'appeler les pompiers, leur dire, voilà, j'ai un collègue, un ami, un frère, un parent qui est inconscient, mais qui respire. Et je l'ai mis en PLS. Là, vous indiquez le lieu, vous indiquez le milieu géographique, vous laissez surtout votre contact au secours spécialisé pour qu'il puisse vous rappeler s'il se perdait et vous donner des informations sur la victime ou sur les victimes. Donc c'est important quand vous appelez un secours de lui dire déjà votre emplacement, de lui donner les informations sur le nombre de victimes, de lui laisser votre contact pour que, vous savez, dans nos milieux ici, il y a des gens qui se trouvent peut-être à un point Y, mais peut-être en indiquant, on pense qu'ils sont à un point X. Donc quand le secours se perd, le secours rappelle le numéro pour dire vous êtes à quel endroit exactement, là, on pourra rapidement... Et également, ne pas oublier aussi comment l'action s'est produite et tout ça. Parce que ça va permettre, selon moi, ça va permettre aux urgenciers qui arrivent comment savoir à quoi s'attendre déjà dès qu'ils arrivent et tout ça. Donc, je pense que ces trucs-là, il faut... Effectivement, des fois, il faut, si vous êtes présent, si vous êtes témoin de la situation, là, vous décrivez. Vous dites, ouais, j'étais là quand peut-être tel touche s'est produit. Si vous n'êtes pas témoin, d'accord, vous narrez un peu la situation, ce que vous voyez exactement. C'est pourquoi tout à l'heure j'ai parlé du nombre de victimes. Si par exemple il y avait 4 victimes et tu dis au secours, quelqu'un est tombé, les gens peut-être en venant sont venus peut-être sans matériel ou bien avec juste un seul véhicule, or il aurait fallu peut-être 2 ou 3. Tu as mal donné les informations. Alors on a parlé de l'inconscience avec respiration normale. Alors je vais parler de personnes qui sont peut-être souvent en détresse. Pourquoi, selon vous, faut-il évaluer l'état de conscience d'une victime lorsqu'elle est en détresse? D'accord. La détresse tout à l'heure, nous parlons plutôt de détresse surtout respiratoire. Évaluer l'état de la personne, c'est de voir qu'est-ce que la personne a. J'ai dit tout à l'heure que notre étape numéro 2, c'est évaluer l'état de la personne. Évaluer l'état de la personne consiste à vérifier en réalité 2 choses principales, sinon 3. La première chose, c'est la conscience. Voir si elle est consciente ou non. Vérifier la respiration. C'est très important de savoir si cette personne respire ou pas. Parce que quand la personne respire, il y a la conduite à tenir, ce que nous appelons CAT. Quand la personne ne respire pas, il y a aussi d'autres conduites à tenir. Donc, une victime inconsciente, mais qui respire, tout à l'heure on a dit de mettre cette victime en position latérale de sécurité. C'est parce que tu as vérifié la respiration que tu as su que cette personne respire normalement et tu la mets en PLS. Quand la personne ne va pas respirer, ça c'est un autre cas, peut-être qu'on va voir tout à l'heure. Alors, vous êtes spécialisé dans la formation, tout ce qui concerne la formation de premier secours et tout ça. Quel conseil vous pouvez donner à une personne qui peut-être allait à un boulot, par exemple, à son boulot et tout ça, et assiste à un accident et se dit, je sais pas, je vais pas intervenir parce que je veux pas de problème avec la police. Ils vont peut-être dire, voilà, j'ai peut-être causé l'accident et tout ça. Quel conseil vous pouvez donner à cette personne-là? D'accord. Parce qu'on assiste, hein, ça se passe, ça se produit, on assiste à des cas où des personnes assistent à des accidents, mais parce qu'ils ne veulent pas de problème avec les autorités ou tout ça, fuient du lieu de l'accident pour ne pas se créer de problème. Quel conseil vous pouvez donner à ces personnes-là? D'accord. Déjà, il faut savoir si cette personne connaît bien les gestes qu'il faut. C'est la première chose. Il faut que cette personne apprenne. Dans chaque foyer, d'accord, au niveau de la Croix-Rouge béninoise aujourd'hui, on se dit un secouriste par famille. Au moins au niveau de chaque famille, il doit y avoir au moins un secouriste, une personne qui soit formée. Si aujourd'hui tu es formé en gestes qui sauvent, en matière de premier secours, et tu es dans une situation où tu dois porter assistance à quelqu'un, tu dois le faire.
déjà, je sais que non-assistance à personne en danger est punie. Oui, c'est puni. Vu que tu as la connaissance, tu as la pratique, un simple geste. Nous n'avons pas dit d'amener le matériel nécessaire. D'abord, le secouriste n'a pas souvent le matériel nécessaire, mais apporte juste un geste. Un simple geste pourrait juste faire la différence. Tu peux augmenter le pronostic vital de quelqu'un en faisant juste un petit geste. Donc, je vais dire à cette personne, si tu connais, tu sais pratiquer ces gestes de premier secours, il faut aider une personne qui est dans les difficultés, qui en a le plus. Alors, vous avez dit dans chaque famille une personne qui maîtrise les gestes de secours et tout ça. Qu'est-ce que vous faites pour œuvrer à ce que cela se produise? D'accord. Nous, déjà au niveau de la Croix-Rouge béninoise, nous formons des gens sur les gestes de premier secours. Parce que c'est important. Aujourd'hui, quand tu es seul ou quand tu es dans une entreprise, l'entreprise peut nous contacter pour pouvoir former ses personnels. On le fait déjà dans plusieurs entreprises ici au Bénin. De façon individuelle, des gens s'y intéressent, soit par contrainte, c'est-à-dire il y a d'autres qui ont besoin par exemple d'un diplôme de secouriste pour un travail spécifique. Il y a d'autres pour leur propre culture ont vraiment besoin de se faire former. Ces gens-là, nous les formons. Et nous sommes présents dans toutes les communes du Bénin. Quelle que soit cette commune aujourd'hui, la Croix-Rouge est présente. Vous êtes présent. Et si tu veux te faire former en premier secours, tu peux t'orienter vers un de nos comités locaux ou tu peux nous contacter directement au niveau de la nationale où nous pouvons vous former en matière de premier secours. Alors, nous avions, il y a quelques jours, parlé des principes à adopter plutôt en premier secours. J'aimerais que vous nous rappeliez, vous avez donné ça, bien sûr, vous nous avez parlé de tout ça. Je voulais que vous nous rappeliez un peu pourquoi la formation au geste premier secours est-elle indispensable. D'accord. Faut expliquer en étant bref sur ce... Oui, au fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment important de connaître ces gestes-là parce que tu ne peux pas prédire l'avenir. Tu ne sais pas dans quelle situation tu vas te retrouver. D'accord? Oui. Il aurait fallu juste que tu fasses un petit geste. Il aurait fallu juste que tu apportes une petite assistance pour pouvoir sauver une vie. Il n'y a pas plus meilleure frustration que de voir un être, même si il n'est pas cher, mourir parce que tu n'as pas su pratiquer les gestes qu'il faut au moment qu'il le faut. Aujourd'hui, pour se faire former, on est d'accord, c'est très simple. Il suffit déjà d'aller sur Facebook et de taper Croix-Rouge béninoise. Là, vous avez des informations sur la Croix-Rouge béninoise, vous pouvez nous écrire. Nous avons aussi des mails. Vous pouvez juste écrire à centre national de formation @croixrougebenin.org. Nous contacter par des numéros de téléphone aussi, 95 50 03 93. Il y a toujours le 01 que j'oublie souvent. 01 95 50 03 93 ou 01 96 08 26 46 pour des informations complémentaires en matière de premier secours. Super, j'espère que les auditeurs ont bien écouté. Alors, les gestes qui sauvent, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que vous avez été attentifs et que vous allez voilà, également tout ce qui a été dit, vous avez bien suivi. Moi, je vous retrouve le jeudi prochain pour un autre numéro et on parlera de l'inconscience sans respiration normale, comme je le disais. D'ici là, portez-vous bien.